Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une des premières recherches que j'ai faites quand j'étais dans la début vingtaine, avant de me lancer comme travailleur autonome. À ce moment-là, c'est un peu là que j'ai décidé que j'allais plus être un employé, que je voulais générer mes revenus par mes propres moyens. Et c'était même avant de commencer mon bac en administration des affaires. En fait, dans ce temps-là, ma première réflexion, ça a été de me dire, bon, ben là, je veux faire du cash, faudrait bien que je comprenne comment ça marche l'argent, dans le sens que je voulais comprendre pourquoi on accorde la valeur à un bout de papier, d'où vient l'argent. Tu sais, je savais bien que les billets de banque, c'était imprimé quelque part, mais c'est qui s'occupe de ça? Pourquoi on n'en imprime pas à l'infini pour régler le problème de la pauvreté? Où vont nos impôts? Comment ça se fait qu'on paye des taxes, qu'on achète quelque chose? C'était le genre de questions que je me posais. Donc, tu sais, vous voyez que je partais de loin. Et là, aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est justement de vous partager un peu mes apprentissages par rapport à l'argent, parce que honnêtement, je pense pas que la plupart des gens font exprès de prendre des mauvaises décisions financières. Je pense seulement qu'il y a une certaine forme d'ignorance par rapport à l'argent. Et ce qui est plate, c'est que quand tu connais pas quelque chose, ben tu le sais pas que tu le sais pas. Donc, c'est un peu ça l'objectif du podcast d'aujourd'hui. Je veux couvrir les éléments les plus fondamentaux parce que tout le monde veut plus d'argent, mais je pense que pour arriver à en avoir plus, à générer de l'argent et surtout à la faire fructifier, tu n'as pas le choix de connaître les règles du jeu de notre économie. Donc, on va commencer tout de suite par le commencement. Pourquoi on accorde la valeur à des billets de banque avec des faces dessus? Et en fait, la seule raison pourquoi ces bouts de papier-là ont une valeur, c'est parce que collectivement, les citoyens, les entreprises et toutes les autres institutions, on a confiance envers le gouvernement et la Banque centrale qui émettent cette monnaie-là. Et la valeur repose également sur l'utilisation généralisée dans l'économie, dans le sens que tant que tout le monde accepte des dollars en échange d'un bien ou d'un service, ben, les billets de banque, ils vont continuer d'être perçus comme ayant de la valeur. Grosso modo, ça repose uniquement sur la notion de confiance, parce que un billet de 100$, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Là, concrètement, c'est un billet brun en polymère avec le portrait du 8e premier ministre du Canada, et ça vaut 100$ parce que, ben, un, il y a juste la Banque centrale qui peut en émettre, et que deux, comme je vous dis, collectivement, on accepte d'accorder de la valeur au dollar canadien. Et ça m'amène à vous parler de l'étalon or, ou communément appelé le gold standard en anglais. Et en fait, dites-vous qu'au départ, la monnaie s'était adossée à l'or. Autrement dit, ça faisait en sorte que les gouvernements devaient maintenir des réserves d'or suffisantes pour garantir la conversion de la monnaie en or. Autrement dit, là, tu pouvais te présenter à ta banque puis échanger tes dollars canadiens contre une certaine quantité d'or. Mais maintenant, le dollar canadien, le dollar US, l'euro, la livre sterling, ce sont toutes des monnaies qu'on appelle fiduciaires, c'est-à-dire que ils ne sont plus adossés à une réserve matérielle, sont plus adossés à une matière première, dans ce cas-ci l'or, et ça fait en sorte que, de un, comme je l'ai dit précédemment, la monnaie n'a aucune valeur intrinsèque, et donc la perception de valeur dépend entièrement de la confiance des gens envers les autorités qui contrôlent la création de la monnaie, c'est-à-dire le gouvernement et la Banque centrale du pays, et de deux, du fait que la quantité d'argent n'est plus limitée par la quantité d'or que tu as en réserve, ben c'est désormais possible de faire imprimer de l'argent sans restriction, ce qui peut amener évidemment à une dévalorisation de la monnaie, le phénomène communément mieux connu sous le nom d'inflation. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais avant,
je veux élaborer un peu plus sur le gold standard. De notre côté, le Canada il a abandonné l'étalon or en 1931 suite à la Grande Dépression. La Grande Dépression qui a été la pire crise économique du 20e siècle. La crise a débuté en 1929 et ça a continué durant toutes les années 30. Et au fait, c'est en octobre 1929 qu'il y a eu lieu le fameux crash boursier surnommé le Black Monday et le Black Tuesday. Et c'est là que l'indice Dow Jones a perdu environ 25% en 2 jours. Et dites-vous que durant la Grande Dépression, le taux de chômage au Canada il a atteint 30%. Et ça a amené justement à la création d'un paquet d'aides gouvernementales, entre autres avec la création du régime d'assurance chômage. Et petite parenthèse pour le volet historique, un peu après avoir abandonné l'étalon or, le gold standard, on a créé la Banque du Canada en 1935 et c'est là qu'elle est devenue la banque centrale du pays. Et comme vous le savez, c'est la Banque du Canada qui contrôle les politiques monétaires. On parle ici des taux d'intérêt et de la création d'argent. Et quand on parle de création monétaire, on s'imagine souvent des billets de banque qui se font imprimer, mais dans les faits, la grande majorité de l'argent est numérique. L'argent en papier, ça représente vraiment une petite partie de la masse monétaire dans le pays. Et tout ça pour dire qu'un des principaux motifs pour abandonner le gold standard au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde, ça a été la Grande Dépression au début des années 30. Parce qu'il faut comprendre que sous l'étalon or, la masse monétaire des pays était nécessairement limitée par les réserves d'or, ce qui les empêchait à ce moment-là de créer plus d'argent. Et là, avec la crise économique mondiale, les gouvernements avaient besoin de beaucoup plus d'argent à leur disposition pour parvenir à relancer l'économie. Et en abolissant le gold standard, à ce moment-là, ils ont pu imprimer de l'argent de manière à financer leurs dépenses, encore une fois, sans restriction et sans devoir maintenir une réserve d'or. Par contre, il y a des répercussions économiques au fait que nous ne soyons plus sous l'étalon or, c'est-à-dire que la monnaie ne soit plus adossée à une quantité d'or. Et la plus grande conséquence de ça, c'est que théoriquement, il n'y a plus de limite au déficit budgétaire. Ce que je veux dire par là, c'est que sous le gold standard, oui, le gouvernement pouvait quand même opérer dans un budget déficitaire, mais il était pas mal plus limité dans sa capacité à le faire parce que, encore une fois, il était contraint par la nécessité de maintenir des réserves d'or suffisantes dans le cas où quelqu'un voulait convertir sa monnaie en or. Mais aujourd'hui, dans un système de monnaie fiduciaire, le gouvernement peut simplement imprimer plus d'argent pour toujours combler leur déficit. Et concrètement, quand le gouvernement manque d'argent, il finance leurs dépenses en émettant des obligations gouvernementales qui peuvent être achetées entre autres par des investisseurs privés. Donc, ça peut être des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, etc. Ils peuvent aussi être achetés par des investisseurs étrangers. Donc, d'autres pays peuvent venir acheter des obligations gouvernementales du Canada. Et jusque-là, c'est correct, dans le sens que le gouvernement se finance comme ça, puis les entreprises aussi, ils peuvent se financer avec des obligations sur le marché obligataire. Mais tant qu'à moi, la problématique, ça vient du côté de l'assouplissement quantitatif de la part de la Banque centrale. L'assouplissement quantitatif, c'est quand la Banque du Canada achète en grande quantité des obligations gouvernementales et dans le processus, la banque a créé des nouveaux dollars. Dans les faits, elle n'imprime pas des nouveaux billets de banque, là. En fait, elle émet ce qu'on appelle des soldes de règlement, mais dites-vous que c'est l'équivalent d'injecter des liquidités dans le système économique. Donc concrètement, ça augmente la masse monétaire et c'est là qu'on peut dire que le gouvernement se finance en créant de l'argent. Et le problème avec ça, c'est que lorsque la création monétaire est excessive, ça peut venir dévaloriser la valeur de l'argent. En d'autres mots, quand il y a plus de dollars qui circulent dans l'économie, sans qu'il y ait, de l'autre côté, une augmentation de la production, ça crée un déséquilibre
qui cause à ce moment-là une hausse de prix et c'est ce phénomène-là qu'on appelle l'inflation. Évidemment, il y a plus qu'une source au niveau de l'inflation. L'inflation, tu peux l'importer, ça peut être lié au coût des matières premières, etc. Mais reste que l'augmentation de la masse monétaire, c'est une mécanique qui peut mettre une pression inflationniste. Et la deuxième problématique derrière ça, c'est que le gouvernement se finance en émettant des obligations. Mais des obligations, c'est une dette, là, parce que de un, il faut que tu verses des intérêts, et de deux, rendu à l'échéance, là, à la date d'expiration, il faut que tu rembourses ton créancier. Sauf que là, étant donné que le gouvernement il affiche un budget déficitaire, autrement dit, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de revenus pour couvrir toutes ses dépenses, et là, il n'y a pas assez d'argent pour payer les intérêts et rembourser ses dettes. Donc, savez-vous ce que le gouvernement a fait pour régler ce problème-là? En fait, c'est facile. Le gouvernement, il emprunte encore de l'argent pour payer ses anciennes dettes. Dites-vous que dans le budget 2004-2025, le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada, il prévoit emprunter 500 milliards de dollars, dont 414 milliards qui vont servir uniquement à rembourser de la dette qui arrive à échéance. Autrement dit, le gouvernement emprunte pour payer ses anciens emprunts et pas besoin d'être un économiste pour se rendre compte que cette stratégie-là, si on peut appeler ça une stratégie, c'est pas quelque chose qui est soutenable dans le temps. Et quand je parle de connaître les règles du jeu, il faut comprendre une notion importante par rapport à l'inflation, parce que l'inflation, ça n'a pas les mêmes effets pour le gouvernement que pour les contribuables. En fait, ça a pratiquement l'effet opposé parce que pour le travailleur salarié qui dépend de son chèque de paye aux 2 semaines, lorsqu'il y a une hausse généralisée des prix des biens et des services et que son salaire, lui, ne suit pas l'augmentation du coût de la vie, ça amène systématiquement une érosion de son pouvoir d'achat et une diminution de son niveau de vie. Et de l'autre côté, l'inflation, ça bénéficie au gouvernement, dans le sens que la dépréciation de la valeur de l'argent, ça fait en sorte d'alléger le poids de la dette publique, parce que grosso modo, ça lui permet de rembourser plus facilement ses emprunts avec de l'argent qui vaut moins. Et c'est sans compter que l'inflation, ça permet également au gouvernement d'augmenter ses recettes fiscales, du fait que quand l'ensemble des prix se mettent à grimper, généralement les salaires des employés augmentent aussi, même s'il y a un décalage entre l'augmentation des salaires et l'augmentation de tout le reste. Donc, même si en termes de revenus réels, il y a une diminution du pouvoir d'achat du côté des travailleurs, ça fait quand même en sorte que le gouvernement ramasse plus d'impôts au bout de l'année. Et c'est le même principe pour les taxes de vente. Si le prix des biens et services augmente et qu'on charge environ 15% en TPS-TVQ, l'État va collecter automatiquement plus de taxes. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'inflation, c'est une forme d'impôt caché. Les recettes fiscales augmentent sans que le gouvernement ait besoin de monter les taux d'imposition ou de faire monter les taxes de vente. D'ailleurs, tout ça, ça peut nous amener à nous questionner sur les politiques fiscales, c'est-à-dire où s'en va tout l'impôt qui est retiré de nos revenus, où est-ce que s'en va la TPS-TVQ qu'on paye quand on achète un produit ou un service. Et on s'entend, là. Je sais bien que cet argent-là sert entre autres à financer les services publics comme les soins de santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Mais il y a quand même deux problématiques. D'une part, c'est pas nous, les contribuables, qui décident ultimement comment cet argent-là va être utilisé. Donc, ça nous expose à des mauvaises décisions de la part du gouvernement ou à de la corruption du côté des politiciens. Et d'autre part, comme je le répète souvent, on est actuellement et depuis un certain temps dans un déficit budgétaire. Autrement dit, les revenus de l'État ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses gouvernementales. Et en 2024, au Québec, on prévoit déjà un déficit de 11 milliards de dollars. Et à l'échelle du pays, là, pour le gouvernement fédéral, on projette un déficit d'environ 40 milliards de dollars. Donc, on va en conclure qu'on n'est pas à quelques piastres près de régler le problème budgétaire du gouvernement. Donc, à moins que l'État se mette à réduire ou à éliminer un paquet de services publics ou, à l'inverse, à augmenter l'impôt ou les taxes,
ben le pays va devoir continuer de s'endetter pendant encore un méchant bout. Et en plus de réduire le pouvoir d'achat de notre monnaie, de nos dollars, il y a un coût évidemment à cette dette-là. Et dites-vous que l'année passée, le gouvernement du Canada a payé 47,5 milliards de dollars juste en intérêts sur la dette publique. 47,5 milliards, ça représente un peu plus de 10% des recettes fiscales en 2023. Donc, on peut dire que pour chaque 10 000 $ d'impôts et de taxes que vous avez payé, ben, il y a un 1000 $ qui est parti direct sur des versements d'intérêts. Donc, ça n'a pas servi à payer pour les services publics, ça n'a pas servi à des infrastructures. Il y a littéralement 1/10 des revenus du gouvernement fédéral qui a servi uniquement à payer les frais d'intérêt sur la dette publique. Donc, si on résume la situation, tout le monde court et travaille en fou pour gagner de l'argent. Là-dedans, il y a des travailleurs qui ont de la misère à payer leur logement, à payer leur épicerie. Et pendant ce temps-là, la Banque centrale continue de créer de l'argent pour venir financer le déficit du gouvernement. La dette publique continue de grossir à coût de dizaines de milliards de dollars à chaque année. Et là, étant donné que le gouvernement n'a pas les fonds pour rembourser les obligations qui arrivent à échéance et en même temps pour verser les intérêts aux créanciers, ben, le gouvernement n'a pas le choix de continuer de s'endetter en continuant d'émettre de nouvelles obligations gouvernementales juste pour parvenir à payer ses emprunts. Donc, avec ce constat-là, c'est dur de trouver du positif du côté de la gestion des finances publiques. Donc, de notre côté, en considérant tout ça, la seule avenue qui nous reste pour éviter que notre argent durement gagné ne perde sa valeur au fil du temps, c'est de prendre nos dollars puis d'acheter des actifs avec. Que ce soit un bâtiment dans l'immobilier, une terre agricole, des actions, ça peut être de l'or, de la crypto-monnaie, une œuvre d'art, peu importe. L'idée, c'est d'investir votre épargne dans un actif. Parce que si tu gardes ton cash dans un coffre-fort ou dans un compte chèque dans ta banque, ben le pouvoir d'achat de ton argent va s'effriter année après année. Et en fait, juste pour te donner une idée, un panier d'épicerie qui coûtait 100 $ en 2004, ben le même panier te coûterait à peu près 155 $ aujourd'hui. Donc, ça te permet de voir un peu la dévalorisation de la monnaie sur une période de 20 ans. À l'inverse, posséder des actifs, c'est une manière simple de t'enrichir en te hedgeant contre l'inflation. Parce qu'étant donné que l'argent perd de la valeur au fil du temps, on sait que dans le futur, ça va prendre de plus en plus de dollars pour acheter telle ou telle affaire. Donc, le prix de ton actif, finalement, le prix va monter pour s'ajuster à la dévalorisation de la monnaie. Et encore une fois, c'est pour ça que les pauvres s'appauvrissent, tandis que les riches, ils s'enrichissent parce que ben, les ménages à faible revenu ou à revenu modeste, généralement, ils n'ont aucun actif et ils dépendent uniquement de leur salaire, tandis que les riches, eux autres, ils investissent dans des actifs qui vont prendre de la valeur au fil du temps. Et c'est triste, mais c'est une autre règle du jeu qu'on ne peut pas contourner. La manière de s'enrichir au fil du temps, c'est vraiment d'investir dans des actifs. De mon côté, j'investis dans des entreprises cotées en bourse. J'achète des actions parce que des entreprises, comme je l'ai déjà expliqué, ça peut augmenter le prix de ce qu'ils vendent, que ce soit un bien ou un service. Et à ce moment-là, c'est une manière de se hedger face à l'inflation. Pour d'autres personnes, ça peut être avec de l'immobilier, avec des immeubles à revenus locatifs. Bref, avec la gestion des finances publiques depuis une couple d'années, je comprends qu'il y ait de plus en plus de méfiance envers le dollar canadien, une monnaie dont la valeur est indirectement contrôlée par le gouvernement. Et conséquemment, je peux comprendre aussi l'attrait grandissant envers le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. T'sais, honnêtement, je trouve pas absurde le raisonnement de ceux qui achètent du Bitcoin pour chercher à s'éloigner de la monnaie fiduciaire. C'est pas parce que j'investis pas dans la crypto que je comprends pas la logique des autres investisseurs qui décident de le faire. Pour moi, c'est pas un type d'actif qui correspond à mes critères d'investissement, au même titre que j'achète pas des lingots d'or non plus. Mais l'idée, c'est que c'est mieux déjà de chercher à mettre son argent dans des actifs, que ce soit de la crypto-monnaie ou autre chose,
que de laisser son argent en dessous de son matelas, dans un coffre-fort ou dans ton compte chèque à ta banque, parce que c'est une manière assurée de voir ton argent, la valeur de ton argent se déprécier au fil du temps. Donc sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre la monnaie, de mieux comprendre c'est quoi l'argent puis comment ça fonctionne. Et si le podcast vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire, un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner directement sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.